Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle série de podcasts UYL Talks sur la loi de finances pour 2022. Dans ce premier épisode, nous présenterons la loi de finances dans son ensemble, son fonctionnement et ses apports principaux. Dans l'épisode 2, nous ferons un zoom sur les particuliers et dans l'épisode 3, ses conséquences sur les entreprises. Nous sommes aujourd'hui avec Flavie et Marine pour le Master 2 droit fiscal des affaires de l'Université de Lille 2. Scott et Dounia du Master 2 droit fiscal et douanier de l'Université Cergy-Pontoise. Et enfin Laura pour le Master 2 droit des procédures fiscales de l'entreprise de l'Université de Nice, Côte d'Azur. Alors la loi numéro 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022. Au regard des conséquences de la crise sanitaire, alors on parlera d'ici de reprise économique, de plan de relance, normalisation des dépenses et secteurs clés du financement de l'État. Dans ce podcast, nous aborderons 5 thématiques. Dans un premier temps, l'élaboration de cette loi de finances pour 2022, une loi de finances pour 2022 marquée par l'empreinte de la Covid-19. Ensuite, nous aborderons les points sur les centres d'intérêt principaux de cette loi de finances pour 2022 et les secteurs clés du financement étatique. Ensuite, les autres mesures phares de cette loi. Et enfin, nous ferons un petit tour de table pour présenter tout cela. Sans plus attendre, nous allons commencer par l'Université de Lille 2. Flavie, peux-tu nous en dire plus sur l'élaboration de cette loi de finances pour 2022, s'il te plaît ? Alors, la loi de finances pour 2022 a été publiée au JO le 31 décembre 2021 et pour mémoire a été publiée à peu près au même moment, le 24 décembre, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022. Dans le processus d'adoption, chacune d'elles ont fait l'objet d'une décision du Conseil constitutionnel qui a censuré certaines de leurs dispositions. Concernant la loi de finances pour 2022, le Conseil constitutionnel a censuré les dispositions adoptées en méconnaissance de la règle de procédure relative au contenu des lois de finances. Il a donc annulé pour ce motif, d'une part, un article ayant pour seul objectif de ratifier l'ordonnance relative à la facturation électronique, ainsi qu'un article relatif aux missions des organismes mixtes de gestion agréés. Et également quelques précisions sur l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Ce sont des dispositions censurées seulement du fait de la procédure stricte d'adoption de la loi de finances. Cela ne veut pas pour autant dire qu'elles sont inconstitutionnelles sur le fond. Le Conseil constitutionnel a donc jugé que ces dispositions constituaient des cavaliers budgétaires, mais il reste probable que ces dispositions soient insérées ultérieurement dans un nouveau texte législatif. On peut se demander pourquoi adopter une loi de finances chaque année, et l'adoption d'une loi de finances permet de fixer le budget de l'État. Dans son processus d'élaboration, le budget de l'État, à l'initiative du gouvernement d'après l'article 39 de la Constitution, confie au pouvoir exécutif le soin d'élaborer le projet de loi de finances et de soumettre aux assemblées parlementaires selon un calendrier précis. Ce budget doit être adopté dans des principes budgétaires permettant de garantir le vote éclairé du Parlement. On peut donc comprendre que les dépenses de l'État sont programmées par des politiques publiques, autrement dit des missions, et distinguées en fonction des objectifs à atteindre qui sont des programmes. Il y a donc une logique de résultat dans l'élaboration du budget étatique, qu'on peut voir d'ailleurs avec certains indicateurs. L'annualité de la loi de finances découle notamment de l'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui consacre le principe du consentement à l'impôt. On voit donc dans cet héritage révolutionnaire que s'exprime chaque année la loi de finances. Le principe d'annualité budgétaire suppose que le budget soit adopté avant le début de l'exercice budgétaire correspondant par le Parlement, soit au plus tard le 31 décembre de l'année précédant l'exercice concerné par le budget à adopter. D'ailleurs, cela se voit avec l'article 47 de la Constitution qui prévoit un délai au terme duquel la loi de finances doit être adoptée. Dans le projet de loi de finances, le Parlement doit s'assurer de la clarté de l'information de l'adoption du budget de l'État. On voit donc des principes d'unité et d'universalité budgétaire qui s'inscrivent dans cet impératif de clarté. Et d'un point de vue juridique, l'unité budgétaire suppose que le budget de l'État soit présenté dans un document unique sans qu'il n'y ait de contraction entre les affectations des recettes et des dépenses pour que le budget soit le plus sincère possible. Après le vote du Parlement sur les deux parties de la loi de finances, la première étant l'autorisation de la perception de l'impôt et la seconde l'émission du budget de l'État, et du fait de la structure spécifique de la loi de finances, elle est soumise au contrôle du Conseil constitutionnel qui régulièrement censure certaines dispositions
en tant que cavalier budgétaire, comme on a pu le voir cette année. Ce sont donc des dispositions censurées car elles n'ont pas leur place dans le contenu de la loi, mais ça ne veut pas pour autant dire que leur fond est inconstitutionnel. C'est un contrôle classique de constitutionnalité avec une déclaration de conformité qui est effectuée par le Conseil constitutionnel a priori, mais il est aussi possible d'avoir un contrôle a posteriori avec notamment les QPC, questions prioritaires de constitutionnalité, procédure qui ne s'est pas encore vue pour la loi de finances de 2022. Et toi, Dounia, que penses-tu de l'importance des lois de finances? Par le biais de la loi de finances, le gouvernement va en réalité bâtir des prévisions macroéconomiques et plus particulièrement sur les prévisions en matière de crédit budgétaire qui seront, eux, alloués au ministre des Dépensiers pour l'année future. Et donc, concrètement, c'est l'allocation des recettes fiscales. Toutefois, la loi de finances initiale peut toujours être modifiée par une loi de finances rectificative, mais elle reste en principe assez exceptionnelle. De plus, cette loi de finances initiale est adoptée selon une procédure très complexe, prévue, elle, à l'article 47 de la Constitution. Ce projet de loi de finances est par ailleurs soumis au contrôle du Haut Conseil des finances publiques. Ce dernier va émettre un avis et va y indiquer si ce projet respecte les engagements européens de la France, notamment en matière de déficit public, solde structurel et d'effectifs des administrations publiques d'État. Ce projet doit toujours être déposé en priorité sur le bureau de l'Assemblée nationale. Force est donc de constater que ces lois de finances sont assez importantes puisqu'elles régissent en réalité le droit nouveau de manière générale pour l'année à venir. Laura, pour terminer cette petite introduction, penses-tu que la loi de finances pour 2022 a été particulièrement importante ou elle reste une loi de finances classique? À mon sens, c'est une loi de finances assez classique au regard de celle de 2021 qui vise en majorité les entreprises. Toutefois, une loi qui a son importance puisqu'on observe que l'État coupe peu à peu le cordon au regard de ces aides mises en place depuis le début de la crise. Donc une loi de finances également qui évolue au niveau des budgets alloués. Finalement, une loi de finances classique, mais qui s'adapte à notre société en pleine transformation. Une loi de finances pour 2022 marquée par l'empreinte de la Covid-2019 et donc un petit rappel de la situation Covid et de la volonté de mettre en place des aménagements pour permettre et anticiper la sortie de la crise. Marine, que peux-tu nous dire de l'influence qu'a pu avoir le Covid justement sur cette loi de finances pour 2022? L'une des principales questions posées après l'annonce des mesures économiques prises par le gouvernement afin de répondre justement à la crise sanitaire était celle de savoir comment l'État pourrait rembourser cette dette qu'on a appelée dette Covid. Beaucoup ont donné leur avis sur la question tout au long de l'année, mais la loi de finances pour 2022 a d'ores et déjà donné des réponses à cette question. En effet, la mobilisation des finances publiques en réponse à la crise a engendré une hausse exceptionnelle de l'endettement public pour un montant d'environ 230 milliards d'euros pour les années 2020 et 2021. Concernant la dette sociale liée à la crise, le Parlement a voté son amortissement à l'été 2020 dans le cadre d'un transfert de la dette de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale jusqu'à la Caisse d'amortissement de la dette sociale. C'est quelque chose qui a d'ores et déjà été réglé. Concernant la dette de l'État cette fois-ci, le gouvernement a intégré dans la loi de finances pour 2022 un mécanisme qui permet d'identifier et de suivre l'amortissement de la dette liée à la crise en utilisant une logique de cantonnement avec une trajectoire de désendettement sur 20 ans dès 2022. Cette trajectoire, concrètement, elle repose sur le versement d'une fraction de l'écart entre le montant prévu dans la loi de finances, les recettes fiscales nettes de l'État pour l'année à venir, et celle de 2020. Cette fraction permet, dans la trajectoire prévisionnelle de croissance, d'amortir ces 165 milliards d'euros de principal de dette entre 2022 et 2042. Donc, dans les faits, la dotation annuelle à la caisse de la dette publique est fondée sur le niveau des recettes fiscales nettes, qui sera constitué donc de l'impôt sur le revenu, de l'impôt sur les sociétés, de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et la TVA, dont le montant dépend nécessairement de la croissance. La dotation est donc réactive au niveau estimé de la croissance d'une année sur l'autre. Donc, en cas de ralentissement de la croissance, les recettes fiscales nettes vont diminuer, tout comme la dotation par rapport à l'échéancier annuel qui a été prévu. Dans ce cas, forcément, l'horizon d'amortissement augmentera. À l'inverse, en cas de hausse des recettes fiscales nettes à un rythme plus important que celui prévu par le scénario macroéconomique actuel, la dette sera amortie plus rapidement.
La fraction prévue de 5,9% pourra être ajustée au fur et à mesure de l'amortissement à partir de la dotation pour 2023. Par exemple, pour 2022, le montant est estimé à quasiment 2 milliards d'euros de crédit de paiement, c'est-à-dire qu'il se traduit par une ouverture de crédit à du concurrent sur un programme budgétaire totalement dédié. Les crédits prévus par le programme d'amortissement correspondent à l'amortissement de la dette en lui-même. Ils vont constituer ces dotations annuelles de la Caisse de la dette publique. Le programme a été doté dès la loi de finances pour 2022 d'une autorisation d'engagement du montant total de remboursement au capital jusqu'en 2042. Pour préciser cet échéancier prévisionnel du dispositif et le caractère justement réactif à la croissance dont on parlait, un contrat a été conclu entre la Caisse de la dette publique et l'État. Il permet de définir les modalités de calcul de cet abondement annuel et aussi détailler le circuit opérationnel de tout le remboursement. Cette opération a été prise dans un but vraiment de lisibilité et de responsabilité relative aux choix budgétaires réalisés face à la crise. Ça permettra vis-à-vis de la dette Covid de la mesurer et de la faire figurer clairement parmi les engagements financiers. Il est tout de même notable que ce dispositif devra faire ses preuves, et notamment sur le fait que ces crédits de dépenses budgétaires ouverts pour rembourser la totalité de la dette Covid sur 20 ans ne peuvent être efficaces que s'ils correspondent à des économies sur d'autres postes de dépenses. Justement, Laura, que peux-tu ajouter sur la position de la loi de finances vis-à-vis de cette volonté de reprise économique ? Alors, s'agissant du contexte économique de la loi de finances de 2022, celui-ci se résume bien évidemment par la crise sanitaire que nous traversons depuis 2020. On a pu le voir, la crise a fait du mal à l'économie et aux entreprises depuis le premier confinement. Toutefois, le contexte de la loi de finances ne se résume pas seulement par la crise, puisque depuis mai 2021, nous pouvons observer et constater un rebond de l'activité après la levée des contraintes sanitaires. D'une part, l'été a permis à de nombreux secteurs d'essayer de compenser les pertes accumulées depuis le début de la crise, et d'autre part, les aides mises en place par l'État ont été plus que précieuses, puisqu'elles ont permis aux sociétés de ne pas couler. C'est véridique, puisque le nombre de créations d'entreprises est en hausse, et peu d'entreprises, au regard de la situation économique bien évidemment, ont fait l'objet de procédures collectives au titre de l'année 2021. En 2020-2021, nous avons pu constater une baisse de 38,1% des procédures collectives. Bien évidemment, cela est rendu possible par l'injection des aides par l'État et il reste à voir, à terme, comment les entreprises vont s'en sortir. En effet, beaucoup de journalistes et économistes craignent des difficultés importantes, notamment au moment de rembourser les PGE, prêts garantis par l'État, et cela va se traduire incontestablement par une hausse des liquidations et des redressements. Pour revenir sur le contexte économique, on a pu observer que la vaccination a entraîné une levée des restrictions et a permis une prévision de croissance du PIB à 6% contre 5%, ce qui est positif. Cependant, même si nous pouvons constater un rebond de l'activité, nous restons dans un contexte de croissance soutenue. Il serait donc précoce et naïf de croire que la situation est idéale, mais réaliste de dire que c'est acceptable et très encourageant au vu de la situation mondiale. S'agissant de l'investissement, il a dépassé son niveau d'avant-crise dès le deuxième trimestre 2021, tant s'agissant des entreprises que des ménages. Ces évolutions positives sont bien évidemment dues aux dispositions d'urgence prises par l'État, qui a permis une légère hausse du pouvoir d'achat des ménages et une hausse des créations d'emplois salariés. En d'autres termes, pour finir, la crise sanitaire a plus qu'impacté les décisions prises par les rédacteurs de la loi de finances pour 2022. Cependant, il ne faut pas s'arrêter à cela et davantage se projeter vers l'avenir et la reprise économique. Toi, Scott, que penses-tu de cette gestion de sortie de crise et des apports de cette loi de finances justement sur celle-ci ? Alors, comme l'a présenté Laura, il faut vraiment souligner que cette loi de finances, elle répond à un contexte de reprise économique et celui-ci il se distingue alors de l'urgence économique dans laquelle s'inscrivait la loi de finances de l'année dernière. Je pense que c'est important de le préciser parce que ça a une incidence finalement sur les motivations qui animent le législateur. En effet, en 2020, il avait dû intervenir en urgence pour lutter contre la crise et soulager les difficultés que rencontraient les entreprises. L'outil fiscal, il avait alors joué un rôle de pansement, entre guillemets, venant stopper l'hémorragie. On était dans une politique du quoi qu'il en coûte, puisque l'État il minorait ses recettes fiscales et il avait mobilisé les fonds publics pour sauver l'économie. Aujourd'hui, l'approche du législateur elle est différente. Il est de moins en moins nécessaire d'assurer ce rôle de pansement. Les entreprises, elles retrouvent progressivement des couleurs et les activités reprennent.
Dès lors, on n'est plus dans un contexte d'urgence, mais plutôt dans une perspective de relance. L'outil fiscal doit alors jouer un rôle d'instrument à disposition des entreprises pour parvenir à cette reprise. Cela se matérialise par des mesures encourageant l'investissement notamment, mesures que l'on va retrouver dans le cadre de ce plan de relance. Laura, on sait que le gouvernement a justement voulu mettre en place un plan de relance pour enclencher cette sortie de crise. Peux-tu nous en dire un peu plus à ce sujet? Bien sûr, Quentin, la loi de finances 2022, dans son budget, montre un prolongement de la mise en œuvre du plan de relance. Ce plan de relance est doté depuis l'été d'une enveloppe de 100 milliards d'euros. Il vise à répondre à 3 défis structurels, à savoir l'accélération de la transition écologique, l'amélioration de la compétitivité des entreprises et le renforcement de la cohésion sociale et territoriale. En d'autres termes, une volonté plus verte, plus compétitive et plus solidaire. Donc, que prévoit concrètement la loi de finances pour 2022 ? Plusieurs mesures ont été constatées, dont notamment l'ouverture d'une enveloppe de crédit de paiement destinée à couvrir une part des engagements déjà réalisés en 2021. De plus, l'ouverture d'autorisations d'engagement supplémentaires, destinées cette fois-ci à intensifier l'action du plan en matière d'emploi et de formation professionnelle, d'infrastructures de transport, de dépenses d'investissement et de modernisation recherche. Mais encore, une révision à la baisse du besoin prévisionnel au titre du dispositif de garantie de l'État apporté aux prêts participatifs, ainsi qu'une diminution des dispositifs de prêt du plan climat et une prolongation du PGE. Au regard des dispositions de l'Union européenne, le plan national de relance et de résilience a été approuvé le 13 juillet 2021, ce qui octroie un versement colossal de la part de l'Union européenne. On attend un montant final versé de environ 40 milliards d'euros, qui est loin d'être négligeable. Malgré ces dépenses pour la croissance, les mesures d'urgence et de soutien économique ont donné de bons résultats, permettant dès lors une réduction progressive des mesures d'urgence. À titre d'exemple, le Fonds de solidarité a été supprimé en septembre 2021, remplacé par le dispositif coût fixe concernant seulement les secteurs pénalisés par les restrictions sanitaires. Cette reprise de l'activité permettrait également de réduire l'effet sur le solde public des mesures exceptionnelles d'urgence à 8,1 milliards en 2022. Flavie, justement, qu'est-ce que tu penses du plan de relance qui a été mis en place? Est-ce que pour toi c'est suffisant? Alors, avec une facture de la pandémie s'élevant à plus de 140 milliards d'euros estimés pour la France sur ces 3 dernières années, ce plan de relance semble plus que nécessaire en France comme ailleurs. D'ailleurs, on voit qu'il n'est pas le seul à l'échelle de l'Europe, et comme Laura vient d'en faire mention, le Conseil de l'Union européenne a approuvé en juillet 2021, en plus du plan de la France, des plans nationaux de relance de 12 pays de l'Union européenne, dont ceux de l'Allemagne, l'Italie ou encore l'Espagne. En France, le plan de relance est basé sur 3 priorités comme énoncé par Laura, le tout ayant pour objectif de retrouver le niveau d'activité en cours avant la pandémie à horizon de 2022. Ce plan de France Relance s'inscrit certes sur les financements d'urgence mis en place depuis 2020, mais également dans le développement de ces 3 axes sur 10 années. Cependant, avec l'actualité notamment ukrainienne, on peut se demander tout de même s'il ne sera pas révisé, car 40% du plan provient de fonds versés par l'Union européenne. Merci beaucoup pour toutes ces précisions et on va maintenant s'intéresser aux secteurs clés pour le gouvernement et rentrer dans les apports ciblés de cette loi de finances pour 2022 justement. Laura, peux-tu nous présenter les secteurs clés du financement étatique? Avant de s'intéresser aux secteurs clés du financement étatique, il est pertinent de connaître le poids de la dépense publique au regard du PIB. Pour l'année 2021, la dépense publique s'est élevée à 59,9% du PIB. S'agissant de l'année 2022, il est prévu une diminution de la dépense publique à 55,6% du PIB. Le poids de la dépense publique au titre de l'année 2021 s'explique bien évidemment par le biais des mesures de soutien d'urgence déployées par l'État. Donc la loi de finances pour 2022 nous réserve plusieurs dépenses ciblées, dont notamment celles pour la croissance, la transition écologique, ainsi que pour le budget des ministères et des effectifs publics, mais surtout pour les jeunes. S'agissant des nouvelles dépenses pour la croissance, il est à noter une prorogation du plan de relance comme énoncé précédemment, et notamment en matière de renforcement des mesures pour l'emploi. De plus, un plan de faveur est mis en œuvre pour les travailleurs indépendants. Au-delà de cette croissance, l'État paraît conscient des efforts à entreprendre pour une transition écologique plus adaptée. Il poursuit et accélère les mesures en ce sens. À titre d'exemple, le dispositif MaPrimeRénov' est prolongé en 2022.
On observe aussi un soutien au secteur ferroviaire ainsi qu'aux entreprises de transport maritime et fluvial. Et enfin, un développement des énergies renouvelables est également constaté. Cette loi de finances marque également une augmentation du budget s'agissant des ministères régaliens, de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. La défense ainsi que la justice voient leur budget augmenter et l'État mise sur l'investissement dans la recherche. L'État s'intéresse avant tout à l'avenir et notamment à destination des jeunes par le biais de plusieurs dispositifs, dont par exemple la poursuite du développement du service national universel et du service civique, ou encore la prolongation jusqu'en 2022 des primes pour le recrutement d'un apprenti. Il est à noter également la création d'un revenu d'engagement pour les jeunes, destiné aux personnes de moins de 26 ans, sans emploi ou sans formation. Ce sont des mesures nécessaires et qui font écho aux événements constatés lors de la crise sanitaire, dont notamment les difficultés financières éprouvées par les étudiants. Marine, penses-tu que le focus sur ces secteurs était nécessaire et dans un autre sens, aurais-tu voulu que le gouvernement insiste sur d'autres secteurs clés? Bien sûr, on a l'impression que ce focus sur certains secteurs, et notamment l'éducation et la justice, sont exercés en réponse au mécontentement des Français en quelque sorte. On a eu cette année plusieurs grèves, que ce soit des membres de l'éducation nationale, mais aussi des acteurs de la justice, avec des procès qui sont toujours plus longs, des infrastructures pas toujours en très bon état. Pour la justice, par exemple, un manque cruel de greffiers. Le gouvernement a eu l'occasion cette année de répondre financièrement à ces mécontentements, et pour moi, c'était nécessaire. Concernant, l'augmentation des crédits du ministère de la Défense, je pense qu'avec les événements actuels, ça peut qu'être une bonne décision. Et enfin, quant à l'investissement dans la recherche, là encore, on peut imaginer que c'est une réponse à l'épisode Covid, puisque les scientifiques s'attardent à dire que ce type de virus ne sera pas le dernier, notamment à cause du dérèglement climatique, etc., qui est un sujet majeur dont il faudra assez rapidement se préoccuper finalement. Et je tiens tout de même à préciser, puisque ça a été un des grands sujets cette année, le secteur hospitalier n'a pas été oublié et l'ensemble des mesures se retrouvent dans la loi de finances pour la sécurité sociale pour 2022, avec notamment, encore une fois, une aide exceptionnelle accordée de nouveau de près de 5 milliards d'euros et l'augmentation des effectifs dans les services hospitaliers, ce qui n'est vraiment pas négligeable. Alors, il y a eu d'autres mesures phares de cette loi de finances pour 2022, et on sait que la facturation électronique a fait beaucoup parler lors de l'établissement de cette loi de finances, justement. Scott et Dounia, est-ce que vous pouvez nous en dire plus à ce sujet? Oui, bien sûr. Du coup, cette obligation de facturation électronique a été mise en place par l'ordonnance du 15 septembre 2021, qui se mettra en place à partir du 1er juillet 2020. Il s'agit en fait d'une déclaration TVA en temps réel. Autrement dit, les factures seront formellement approuvées de manière fiscale avec une vérification automatique des mentions obligatoires. Plusieurs objectifs peuvent être énoncés, donc notamment l'allègement de la charge administrative avec une diminution des délais de paiement et notamment un gain de productivité. On note également une simplification des obligations déclaratives grâce à un système de pré-remplissage des déclarations. Un autre objectif non négligeable est la lutte contre la fraude à la TVA. Et enfin, une connaissance en temps réel de l'activité de l'entreprise. Concernant les entreprises visées par le dispositif, il faut préciser que cette facturation électronique aura un déploiement progressif entre 2024 et 2026. Donc, pour les grandes entreprises d'abord, à compter du 1er juillet 2024, puis pour les autres entreprises en 2026. Les obligations d'e-reporting, elles, se déploieront de manière concomitante. On doit souligner que l'appréciation de ce critère de taille se fera à partir des éléments issus de la déclaration de résultats du dernier exercice clos précédant la date prévisionnelle de l'entrée en vigueur du dispositif. Dans le cadre de ce dispositif, donc, deux obligations découleront. La première sera une obligation de facturation électronique, donc l'e-invoicing. Les factures doivent être créées, transmises, reçues et archivées sous forme électronique par les fournisseurs sur la plateforme avec un socle minimum de données sous forme structurée. Elles seront directement envoyées aux clients, toujours via cette même plateforme. La deuxième obligation concerne une transmission de données de transaction, donc l'e-reporting, et les factures seront transmises à l'administration fiscale via la plateforme choisie. Deux rôles majeurs peuvent être relevés au niveau de cette plateforme. D'une part, elle devra transmettre la facture sous forme dématérialisée du fournisseur vers le client.
Et d'autre part, elle devra également extraire certaines données de factures afin de les transmettre à l'administration fiscale, comme par exemple l'identification du fournisseur et du client, le montant hors taxe de l'opération ou encore le montant de la TVA due. La question se pose de savoir quelle plateforme choisir et pour effectuer le choix le plus éclairé possible, il conviendra de vérifier les formats de factures supportés, mais aussi de voir notamment le nombre de partenaires économiques pouvant être atteints, ce qui peut avoir un enjeu en matière d'archivage. Il faut également vérifier au niveau de la sécurité et de la confidentialité des échanges, et aussi regarder si la réglementation est bien respectée. Et enfin, regarder aussi si l'immatriculation est effective auprès de l'administration fiscale, autrement dit que cette plateforme est bien reconnue par l'administration. Concernant les sanctions qui découlent du dispositif, on distingue le e-invoicing et le e-reporting. Sur le e-invoicing d'abord, on aura une amende de 15 € par facture avec un plafond de 15 000 € par année civile en cas de non-respect de l'obligation d'émission d'une facture électronique. On aura aussi une amende de 15 € par facture dans la limite de 45 000 € qui pourra s'appliquer en cas d'omission ou de manquement à une obligation de transmission. Sur le e-reporting, on aura une amende de 250 € par transmission dans la limite de 15 000 € qui sera applicable à l'assujetti et une amende de 750 € par transmission dans la limite de 45 000 € qui sera applicable à la plateforme de dématérialisation. Laura, est-ce que tu penses que cela va dans le bon sens ? Cette obligation s'inscrit dans la continuité des directions prises par la DGFiP, à savoir la numérisation. Donc l'administration fiscale a à cœur de faciliter les démarches administratives et cela se traduit justement par cette numérisation. Au-delà de cette facilité, cela permet également à l'administration d'avoir un contrôle plus direct et précis au regard des opérations économiques. Je pense que c'est quelque chose qui était prévisible car de plus en plus les échanges se font via le numérique. En ce sens, le souci de simplicité s'entend. Mais je transpose cette obligation aussi essentiellement au regard de l'administration fiscale, à sa volonté d'avoir le plus d'informations possible afin d'éviter au mieux l'évasion et la fraude fiscale. Pour terminer ce podcast, j'aimerais que l'on fasse un petit tour de table pour voir ce que vous avez pensé de cette loi de finances, mais aussi de pourquoi, en tant que jeune fiscaliste, vous prêtez une attention particulière à ces lois de finances. On peut remarquer que cette loi de finances pour 2022 permet d'actualiser le droit fiscal, notamment au regard de l'économie numérique, avec la facturation électronique, mais aussi la fiscalité des crypto-actifs. Elle permet aussi de corriger certaines dissonances, notamment sur le niveau européen avec la TVA. Et en tant que jeune fiscaliste, je pense que la loi de finances est très importante car elle peut opérer des changements de régime fiscaux, l'apparition de nouvelles législations fiscales ou encore toute autre chose importante pour la pratique. Quant à moi, je dirais que cette loi de finances, finalement, ne contient pas de mesures transcendantes ou de nouveaux dispositifs particulièrement attendus, comme ça a parfois été le cas, mais a pour intérêt vraiment de répondre à des enjeux actuels et urgents sur des secteurs clés de l'économie. De manière générale, la loi de finances est essentielle pour nous fiscalistes dans la mesure où elle permet de rendre compte de nouvelles mesures fiscales applicables dès l'entrée en vigueur de la loi. C'est le rôle des fiscalistes d'être en mesure de conseiller leurs clients de manière correcte. Alors, pour ma part, je pense que cette loi de finances, elle mérite de chercher à être le plus pragmatique possible, tout en assurant un environnement prudent et propice au rebond d'entreprises parfois encore fragilisées. De plus, malgré le contexte économique assez particulier, le législateur n'oublie pas les thématiques qui animent les politiques budgétaires et poursuit les orientations prises par le passé, notamment en matière environnementale. Et donc, même si cette loi de finances elle est critiquable sur certains points, il convient de souligner qu'elle présente des aspects positifs. Pour ma part, je suis assez d'accord avec ce que Scott vient de vous énoncer. Et il faut savoir que le droit fiscal est une matière en mouvement constant. Et de fait, en tant que jeunes fiscalistes, nous devons forcément être à jour des différentes mesures prises par le gouvernement afin d'appliquer le bon régime. Et si jamais le mauvais régime est appliqué, des sanctions assez élevées peuvent être appliquées, d'où une attention assez particulière aux lois de finances. C'est une loi de finances, à mon sens, qui s'inscrit bien dans le contexte actuel. Et encore, certaines dépenses pourront être bousculées au regard du climat international. Cette loi de finances se veut à l'ère du numérique, comme on a pu le présenter précédemment, et très proche des entreprises. Elle permet d'observer également les orientations des politiques autour de thématiques importantes,
souvent mises de côté afin de privilégier notre économie, dont notamment l'écologie ou l'éducation. C'est une loi de finances qui est à mon sens cohérente et en tant que jeune fiscaliste, je rejoins mes collègues sur l'importance de celle-ci et j'aimerais rajouter un point qui est important à mon sens, à savoir le fait de s'intéresser aux autres domaines que la fiscalité, puisque c'est à travers la politique, l'économie ou encore récemment l'écologie que se forgent les décisions prises en matière de fiscalité. Donc à mon sens, il est nécessaire de comprendre l'atmosphère nationale et internationale de notre pays afin de comprendre la loi de finances. Eh bien, ce podcast touche à sa fin. Merci beaucoup à tous les 5 d'avoir présenté la loi de finances pour 2022 assez globalement, mais en même temps d'avoir partagé vos informations très précises là-dessus, d'avoir pu faire un petit tour de table, c'était vraiment sympa. Donc je vous remercie beaucoup pour votre travail. Et merci aux auditeurs qui nous écoutent. N'hésitez pas à continuer d'écouter les prochains épisodes qui sortiront, notamment avec le 2 sur les particuliers et le 3 sur les entreprises. Merci à tous, prenez soin de vous, au revoir.